Merci, Monsieur le Président. Je remercie à mon tour professeur Mghraoui de m'avoir invité. Alors, je vais essayer, ce qui n'est pas très facile, en une demi-heure, de faire passer les messages les plus importants, puisque plusieurs parmi vous m'ont demandé de donner des choses pratiques, plutôt que de faire une présentation théorique. Alors, d'emblée, je ne parlerai pas de l'obésité maladie, puisque c'est l'affaire des endocrinos, donc je parlerai plutôt du surpoids, ou de l'obésité niveau 1. Alors, le plan sera comme le suivant: ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut choisir de faire et ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit retenir. Alors, la prévalence du surpoids et de l'obésité est importante. Les plus obèses sont les Américains et les moins obèses sont les Japonais, très probablement du fait de la nutrition, mais aussi d'un facteur génétique. Au Maroc, 26% dans les derniers sondages des Marocains sont obèses. Alors, comment on définit l'obésité? C'est selon l'IMC. Quand l'IMC est supérieur à 30 kg par mètre carré, on parle d'obésité. Mais attention, il y a la limite de l'IMC, c'est de ne pas confondre la masse grasse, la masse maigre et la masse grasse. Donc, il n'est pas obèse, et là, il est obèse pour le même poids. Donc, un autre facteur qui est plus déterminant, c'est le tour ombilical, qui est relié aux différentes complications métaboliques et qui se situe à 102 cm pour l'homme et supérieur à 88 cm pour la femme. Donc l'obésité à l'origine du syndrome métabolique avec le diabète, l'hypertension et la dyslipidémie, mais aussi, comme vient de dire le docteur Mghraoui, les conséquences osseuses ou musculo-squelettiques qui nous concernent, c'est-à-dire aussi bien la pathologie mécanique comme l'arthrose, mais aussi la pathologie inflammatoire, puisque les adipocytes agissent comme une glande endocrine et qui est à l'origine de réactions inflammatoires. Alors, ce qu'on sait. D'abord, les aliments. Les aliments sont composés de nutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Et généralement, les aliments, c'est un mélange de tout ça. Alors, ce schéma est très très important parce que c'est la base de ce qu'on va voir. Alors, quand on mange des protéines, ils vont agir au niveau du foie, donc ils vont se transformer en glucose, la glucogénèse. Les glucides, ils vont subir l'action de l'insuline et se transformer en acide gras, et les lipides se transforment directement en acide gras, en triglycérides. Donc, pendant longtemps, les adeptes des régimes pointe du doigt les lipides. C'est l'ennemi public numéro 1. Or, ces dernières années, c'est plutôt les glucides. Les glucides, pour la simple raison qu'ils vont se transformer en lipides aussi, et surtout, on va voir l'action très importante de l'insuline par rapport à l'obésité. C'est en agissant sur l'insuline qu'on va très probablement agir sur le surpoids et l'obésité. Les calories. Donc les fameuses calories, ou plutôt les kilocalories, vous savez que les calories, pour mesurer le nombre de calories qu'il nous faut par jour, ça dépend du sexe, de l'âge, du poids et de la taille, et du niveau d'activité. Globalement, ça varie entre 1600 et 2500 kilocalories par jour. Donc quand on dépasse un apport de 2500 calories, on commence à stocker. On stocke, et donc surpoids et obésité. Alors, à votre avis, il faut combien de calories pour prendre 1 kilo? Pour gagner 1 kilo de poids, il faut consommer combien de calories par jour? Supposez un jour X, je mange combien de calories pour avoir 1 kilo? Le lendemain, je me pèse, je trouve 1 kilo en plus. 5 000, 10 000, 2 000? Alors, c'est 9 000 kilocalories. Pourquoi 9 000 kilocalories? Parce que 1 gramme de lipides égale 9 calories. Et donc, 1 kilo de lipides, c'est 9 000 calories. Donc, à votre avis, est-ce qu'en une journée, je peux prendre 9 000 calories? Alors, le dimanche matin, où il fait froid, je mange, donc je prends le tagine avec des œufs, 450 calories. Bien évidemment, pour bien le digérer, je prends du thé. Et le thé, il est bon quand il est sucré. Je prends 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres.
des beignets. Vous savez, les beignets, ils sont légers. On a l'impression qu'on mange rien du tout. Comme ils sont bons, on mange 2-3. On va pas prendre de la confiture parce que c'est trop sucré. Je préfère le miel parce que le miel est bon. On va voir ce que fait le miel. Des olives noires et de l'huile d'olive parce qu'elle est bonne pour la santé. Sauf qu'on oublie que l'huile d'olive, elle est bonne pour la santé, mais elle est aussi calorique que les autres huiles. Pas de bol, le déjeuner, on est invité chez la famille ou la belle famille avec les 2 tagines classiques, mais c'est naturel, c'est qu'avec de l'huile d'olive. Donc, je peux me permettre de prendre un petit morceau de gâteau. L'après-midi, bien évidemment, un petit morceau de cake, mais un tout petit. Sauf que le tout petit, attention, tout ce qu'on mesure en calories, c'est du 100 grammes. Est-ce que vous avez déjà pesé 100 grammes? C'est rien du tout. C'est vraiment, c'est effrayant quand on mesure un petit truc et on trouve qu'il fait 250 grammes. Et puis, bien sûr, comme j'ai mangé trop gras, enfin, on a quand même trop mangé, on va manger light le soir. Et donc, on va prendre une petite soupe, sauf qu'il y a de la crème, et la crème fraîche. Et je vais manger du yaourt light 0%. 0% matière grasse, 0% sucre, donc je peux en manger 4. Sauf qu'il y a du lactose qui est un sucre. Et donc, croyez-moi, c'est 9000 kilocalories. Et donc, c'est 1 kilo le lendemain. À votre avis, combien me faut-il de temps pour perdre ce kilo? Là, ça devient plus difficile. Alors, vous avez le squash, personne ne fait du squash, 900 kilocalories par heure. Et vous avez ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la marche, 180 kilocalories par heure. Donc, au fait, pour perdre le 1 kilo, il faut 50 heures de marche, 1 heure par jour, 5 jours sur 7 pendant 10 semaines. Qui va tenir 10 semaines? Même les plus courageux vont tenir 5 semaines. Allez, ils vont perdre un demi-kilo, ils gardent le demi-kilo qui reste. À votre avis, un repas comme ça, sur 365 jours, quelle est la probabilité qu'il se répète? Alors, 10 fois, mais les plus sérieux, c'est 5 fois. Une fois tous les 2 mois. Au fait, au bout d'une année, on va avoir 5 kilos en plus. Et avec l'âge, ça va être très difficile de les perdre. Alors, j'ai trouvé un truc sur Internet qui m'a semblé vraiment impressionnant. Alors, ils vous disent, ils ont calculé que depuis qu'on a les téléphones portables et les télécommandes, on marche 20 fois moins 20 mètres. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire 20 mètres pour aller chercher quelque chose. En fait, on ne bouge pas 20 fois. Ça fait 400 mètres par jour. 400 mètres par jour, c'est rien du tout. Multiplié par 365 jours, ça fait 146 km, c'est 25 heures de marche. 25 heures de marche, c'est 6000 calories, c'est à peu près 1 kilo en plus pendant une année. C'est au fait très simple. On ne marche pas 400 mètres par jour, on gagne 1 kilo au bout d'une année. La bonne nouvelle, si on voit le côté positif, il suffit juste d'ajouter 400 mètres, qui est rien du tout, pour gagner, pour enfin perdre 1 kilo au bout d'une année. Donc pour éviter cela, j'aurais dû prendre du cornflakes le matin, avec du lait, c'est bon pour le régime, une grande salade, elle est moins calorique que le tagine de toute manière, et les fruits, ça vous l'entendez tous à la consultation, je ne mange rien du tout, je ne mange que des fruits. Alors, c'est vrai ou faux? Alors, je vais commencer par la fameuse salade où les kilocalories peuvent varier de 63 calories à jusqu'à 2500 en fonction de si on ajoute de la sauce, du maïs, des olives, enfin tout ça. Le problème de la salade, c'est que je crois que vous avez tous, quand vous avez été avec vos enfants, aller au McDo, eux, ils prennent du Big Mac et vous prenez, pour être light, du César salade. Je l'ai toujours fait. Alors, 730 calories, elle est plus calorique que le Big Mac, avec la sauce. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on mange une salade, on est frustré. On est content au début parce qu'on a fait du light, on est frustré. 2 heures plus tard, on se dit on peut se permettre de manger autre chose. Et on se retrouve non seulement avec les kilocalories en plus, mais multiplié par 2. Les cornflakes, je ne mange rien que des cornflakes. Attention, ça peut aller jusqu'à 600 calories, c'est-à-dire que c'est plus calorique que le tagine qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange et c'est les erreurs d'appréciation qu'il faudrait demander aux patients d'écrire. On va parler tout à l'heure du semainier. Alors, là aussi,
400 calories de l'huile d'olive, par exemple, 400 calories de poulet et 400 calories de végétaux. Quelle est la différence? C'est qu'ils remplissent l'estomac. Ici, vous n'allez rien prendre en plus. Ici, vous allez encore manger parce que votre estomac est toujours vide. Et ici, bien évidemment, vous allez remplir votre estomac. Les 400 calories, donc, ne se valent pas. Les calories ne se valent pas, et c'est ce qu'on appelle les calories vides et les calories pleines. Les calories pleines, c'est quand un nutriment a des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et les calories vides, c'est vous mangez que des calories, ils ne vous apportent absolument rien du tout. Donc, il faut faire attention aux calories pleines et aux calories vides. Théoriquement, dans toutes les recommandations, on trouve qu'il faudrait répartir le régime alimentaire en graisse 25 à 30%, protéines 12 à 15% et les hydrates de carbone 55 et 60% en faisant attention au type de graisse et au type de glucides qu'on mange. Alors, rapidement, les protéines, quelle est l'importance des protéines? C'est qu'en les digérant, on a besoin d'énergie. Et c'est ce qui est à l'origine des différents régimes hyperprotéiniques. Les régimes hyperprotéiniques qui vous disent mangez des protéines, ne mangez rien d'autre, on a besoin d'énergie et donc on va puiser dans nos stocks pour brûler les protéines. Les lipides, quelle est la différence entre ça? On a 10 grammes d'huile d'olive, 90 calories, et 10 grammes de charcuterie. La différence, c'est que c'est le type d'acide gras. C'est un acide gras saturé, insaturé et un acide gras saturé. L'acide gras saturé, il a des propriétés inflammatoires importantes, donc tout ce qui est néfaste par rapport à l'organisme. Et 2, il a une action anti-déstockage de graisse. Donc, savoir trier les acides gras. 2, et là, je vais m'arrêter un peu pour parler du glucide. Quelle est la différence entre une barre chocolatée 128 calories et du riz brun 128 calories? La différence, et enfin, l'actualité, c'est quand même depuis une dizaine d'années qu'on parle de ça, c'est le fameux index glycémique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'index glycémique? C'est la capacité d'un glucide à élever l'insuline. Or, l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? On a vu tout à l'heure qu'elle transforme les glucides en gras, mais surtout, elle stocke la graisse. Donc, elle a un pouvoir de stocker la graisse. Donc, en fait, l'idée, c'est comment je fais pour ne pas élever la glycémie? Il faudrait chercher des aliments à index glycémique bas. Regardez ce que fait un aliment à index glycémique élevé. Je prends du glucide, j'ai une hyperglycémie, bien évidemment, sécrétion d'insuline réactionnelle, insuline qui va stocker. Qu'est-ce qui va arriver après? J'aurai une hypoglycémie réactionnelle, donc je vais être obligée de remanger parce que j'ai faim. Et donc je serai dans les yo-yo de pic insulinique. Alors que si je prends un aliment qui est faible, qui a un index glycémique bas, il ne va pas, vous voyez, la glycémie reste au-dessous du seuil normal, je n'aurai pas de pic d'insuline, je n'aurai pas de stockage et je ne vais pas remanger parce que j'ai faim. Et c'est à la base de l'index glycémique qu'il y a actuellement plusieurs régimes, ou plutôt manières de manger, parce qu'on veut éviter le terme régime qui est un terme frustrant. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Alors, à votre avis, il ne faut surtout pas sauter le petit-déj parce que c'est le moment le plus important de la journée. Vrai ou faux? Il ne faut pas prendre de collation, ce sont des calories en plus. Il faut manger à des heures fixes et ne pas attendre qu'on ait faim. Alors, au fait, là, par rapport au petit-déj, la plupart des nutritionnistes vous disent que c'est le moment le plus important de la journée, etc. Mais il y a d'autres qui vous disent, attention, dites-nous, génétiquement, nos ancêtres, ils ne prenaient pas le petit déjeuner. Ils mangeaient quand ils avaient faim. Donc, génétiquement, on n'est pas fait pour manger le matin au réveil alors qu'on n'a pas faim. Il faudrait attendre qu'on ait faim pour manger. Et donc là, il y a une controverse importante par rapport au petit déjeuner où vous voyez dans toutes les revues, il faut absolument manger le petit déj. Ce n'est pas du tout scientifiquement prouvé en tout cas, puisqu'il y a des études pour et des études contre. La même chose pour les collations et la même chose pour les heures fixes. La plupart vous disent quand vous avez faim, vous mangez et vous mangez très peu. Deuxième théorie actuellement de plus en plus en vogue, c'est la chrononutrition. La chrononutrition, c'est les adeptes de la chrononutrition vous disent que génétiquement là aussi, on est fait
pour manger des aliments à des heures fixes, parce qu'on a une sécrétion d'enzymes à des moments particuliers dans la journée. Donc je ne peux pas manger n'importe quoi, n'importe quand. Il faudrait, si je mange des aliments, par exemple, là c'est très logique, je ne prends pas de la graisse et des sucres le soir, parce que je n'ai pas les enzymes qui vont les dégrader, ils vont tous être stockés, mais là aussi, ça reste à prouver. Alors ce qu'on doit comprendre, c'est que le poids, c'est l'équilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on brûle. Donc, si il y a une augmentation de ce bilan énergétique, c'est-à-dire une augmentation des apports et une diminution des dépenses, sur des facteurs génétiques particuliers, parce qu'on est bien d'accord, on n'est pas tous les mêmes, vous avez des gens qui mangent tout ce qu'ils veulent et qui ne prennent pas du poids du tout, et d'autres qui prennent un tout petit peu et qui maigrissent, et qui grossissent. Alors, les dépenses énergétiques, c'est le métabolisme de repos. Le métabolisme de repos, c'est-à-dire je suis assis, je ne fais rien du tout, mais je respire. Je respire, mon cœur bat. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours en vie? C'est ce que je dépense en énergie, c'est le métabolisme de base. Vous avez l'activité physique et vous avez la thermogénèse, c'est-à-dire lors des repas, comment je brûle ces aliments que je mange. Alors, qu'est-ce qui influence la balance énergétique? L'alimentation, on ne mange pas toujours parce qu'on a faim. Facteur socio-culturel, on mange du couscous le vendredi parce qu'on a l'habitude de le manger. Psychologique, je suis stressée, je ne suis pas bien, je suis devant la télé, je vais manger. Le métabolisme de base change d'une manière importante avec l'âge, donc il diminue, on dépense moins d'énergie avec l'âge. Génétique, on en a parlé, et puis la masse musculaire. Plus la masse musculaire est importante, plus on dépense de l'énergie, ce qui revient à dire qu'il faudrait de bons muscles, et donc l'activité physique est très importante. Et puis l'activité physique dépend de plusieurs facteurs. Je ne parle pas ici de l'obésité secondaire, ni des problèmes médicamenteux, donc je parle de l'obésité primaire, par un déficit énergétique. Alors, qu'est-ce qui arrive au niveau des adipocytes? Au début, vous avez, là l'exemple, 3 adipocytes. Quand on grossit, ils vont s'hypertrophier. Mais après, si on grossit plus, ils vont se multiplier. Et quand on maigrit, ils vont juste maigrir. Mais on va garder le double des adipocytes qu'on avait au début. C'est pour ça qu'il est très difficile, quand on prend du poids, de revenir à l'état initial. Alors, ce qu'on ne comprend pas, si on dit qu'on doit manger moins et dépenser plus, en principe, la plupart des gens essayent de le faire, mais ils ne le font, mais ils n'arrivent pas du tout à perdre du poids. Parce qu'au fait, la résolution du problème, c'est le problème simple. Je vais avoir une alimentation équilibrée et une activité physique. Mais je ne perds pas, parce qu'au fait, ce n'est pas une approche à résolution selon la résolution de problèmes simples. C'est un problème complexe. Il n'y a pas que l'individu, il y a le contrôle extrinsèque, il y a plusieurs facteurs qui influencent ceci. Psychologique d'une manière très importante, il faut, dans le traitement ou dans la prise en charge, avoir une prise en charge psychologique importante, génétique où on ne peut pas agir, environnementaux, sédentarité, etc. C'est pour ça que ce n'est pas aussi simple qu'on peut le croire. Alors, je vais commencer par ce qu'on ne doit pas faire, et après on verra ce qu'on doit faire. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est surtout pas les régimes restrictifs hypocaloriques. Pourquoi? Parce que quand je diminue, dans un souci de survie, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il va diminuer son métabolisme de base. Il va se dire, je vais être privé, donc je vais diminuer mon métabolisme de base d'une manière importante pour survivre. 2, je vais perdre de la masse maigre, donc je vais perdre des muscles. Si je perds du muscle, je diminue mon métabolisme de base. Et puis surtout, on n'arrive pas à tenir pendant très longtemps un régime hypocalorique. Donc dès que je reprends un régime même normocalorique, j'ai un effet de mémoire. Il va me mettre encore en stress, donc je vais garder mon stock parce que un jour, je ne vais pas manger. Et donc, je dois garder mon métabolisme de base aussi reste bas. Donc, je vais reprendre d'une manière importante des kilos alors que je suis normocalorique. Donc, pas de régime hypocalorique. Alors là, c'est un rapport
de la HAS qui a pris tous les régimes qui existent et qui font vraiment les avantages et les inconvénients de chaque régime. Et vous voyez qu'il y a des régimes hypocaloriques inférieurs à 800 kilocalories. C'est le régime soupe aux choux ou citron détox, vraiment qu'il ne faut pas faire parce que non seulement on ne perd pas du poids du tout, mais c'est très néfaste par rapport à l'organisme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Déficit énergétique, manger moins et bouger plus en agissant sur les facteurs extérieurs et les facteurs psychologiques. Alors, et je vais commencer par l'activité physique et le sport. C'est pour dire que c'est parfois beaucoup plus important que le régime alimentaire, ou en tout cas aussi important que le régime alimentaire. Activité physique n'est pas sport. Parce que les gens vous disent « j'ai pas le temps de faire du sport ». L'activité physique, c'est juste, au lieu de prendre l'ascenseur, je prends les escaliers. Au lieu de stationner juste en face d'un magasin, je fais quand même les 400 mètres de tout à l'heure. C'est des petites choses de la vie quotidienne qui font qu'on gagne en activité physique et qu'on perd plutôt en calories. Alors, vrai ou faux ? Pour la même durée, on dépense plus d'énergie en nageant qu'en marchant. Vrai. Pour la même durée, on dépense plus d'énergie en faisant du vélo qu'en montant les escaliers. Alors, on va voir les escaliers, c'est assez impressionnant. On dépense plus d'énergie, alors là ça devient un peu plus, en marchant 45 minutes, 6 km/h, c'est-à-dire une bonne marche, que 10 minutes de sprint d'1 minute avec récupération d'1 minute. Ça veut dire que je cours 1 minute, je récupère 1 minute, je cours 1 minute pendant 10 minutes. Est-ce que c'est la même chose que de faire 45 minutes de marche ? Oui, ça c'est la nouvelle, ça là, c'est la révolution de tout ce qui est activité physique et sport, c'est extraordinaire. Si vous n'avez pas 45 minutes, vous pouvez faire 10 minutes de sprint, c'est les alternances qu'on va voir. On peut dépenser en 20 minutes de renforcement musculaire l'équivalent de dépenses de 4 heures de sport intensif. Et ça aussi c'est vrai, on va le voir. Alors voici la courbe des activités physiques qui permettent de perdre des calories. Et vous voyez le summum, c'est monter les escaliers. Maintenant, si vous montez 1 heure, les escaliers, vous serez mort. Montez pendant 1 heure, mais calculez, si vous faites un quart d'heure, vous divisez par 4. C'est l'activité physique qui permet de dépenser le plus d'énergie et de renforcer sur le plan cardiovasculaire. Vous avez nagé et marché en montagne. La marche rapide, donc les 6 km/h, c'est pour ceux qui font du tapis, c'est du 300 kilocalories. Mais vous voyez que si on ne fait rien du tout, on a le métabolisme de base, sommeil, 65 kilocalories, c'est-à-dire quand je dors, le fait de respirer, mon métabolisme de base est de 65 calories. Alors, on a 2 types de fibres musculaires. Les fibres de type 1 qui sont sollicitées lors de l'activité d'endurance, c'est-à-dire l'activité aérobie, et les fibres de type 2 qui sont sollicitées en cours de l'activité physique de résistance. Alors l'endurance, activité aérobie, c'est-à-dire la marche, le vélo, la natation, elles sont peu puissantes mais peu fatigables et résistent bien au vieillissement, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire de l'activité aérobie. Elles mobilisent les graisses, elles favorisent l'entrée du glucose dans les cellules et donc on peut perdre du poids avec une activité d'endurance. L'activité de résistance, l'activité anaérobie ou le renforcement musculaire, elles sont puissantes mais elles sont fatigables et résistent moins mal au vieillissement. La différence entre les deux, c'est que quand vous faites du renforcement musculaire, vous perdez en calories et vous perdez même quand vous êtes chez vous. Vous continuez à perdre de l'énergie. Pourquoi ? Parce que le muscle, pour récupérer, il a besoin d'énergie et donc on consomme plus d'énergie quand on fait de la musculation. Et donc, pour faire un bon sport, il faudrait alterner une activité d'endurance et une activité de résistance. Alors, ça c'est la nouvelle méthode fractionnée, l'alternance entre l'effort intense et une phase de récupération. Et ça, c'est une expérience qui a été réalisée en Angleterre. Alors, c'était des cyclistes, ils ont divisé les cyclistes en 2 groupes. Il y avait un groupe qui faisait, donc pendant 10 minutes seulement, il faisait 3 cycles de sprint de 20 secondes, entrecoupés de 2 minutes de pédalage lent. Après, il termine par 3 minutes de pédalage au ralenti pour récupérer. Et les autres, ils faisaient 45 minutes sans variation du rythme. Alors, à la fin, c'est du pareil au même. Que vous faites 45 minutes, le même rythme, ou
si vous faites de l'intensif avec des récupérations pendant 10 minutes seulement, vous avez perdu les mêmes calories et vous gagnez la même chose. Donc, celui qui n'a pas le temps ou qui s'ennuie à faire 45 minutes, c'est vraiment fait pour ça. Alors, révolution 2016, c'est l'électrostimulation. Je pense que vous avez déjà entendu parler du Mea Body Tech ou du X-Body. C'est quoi? C'est une tenue qui est reliée à de l'électrostimulation. On fait 20 minutes de sport avec un coach, 20 minutes de vraiment sport normal. Et pendant 20 minutes, c'est l'équivalent de 4 heures de sport intensif. Et vous perdez jusqu'à 2500 kilocalories. On arrive à perdre d'une manière très importante du poids pour ceux qui n'ont pas aussi le temps de faire ça. Après, il faudrait alterner, bien évidemment, avec une activité aérobie normale. Donc ça, c'est l'activité physique. J'arrive à l'équilibre alimentaire. Alors, l'équilibre alimentaire, d'abord, et ça c'est principal, il faut une enquête alimentaire par le semainier. Quand on demande aux patients ce que vous mangez, ils sont gros, qu'est-ce que vous mangez? Je ne mange rien du tout. Alors, le rien du tout, il faudrait l'écrire. Écrivez-moi le rien du tout pendant une semaine. Quand on écrit déjà, on voit qu'on a mangé pas rien, mais on a mangé. On voit et le médecin et le malade se rendent compte des erreurs d'appréciation comme celle de tout à l'heure. On voit la quantité aussi et la qualité de ce que mange le malade. Et puis on commence. Alors il faudrait bannir le mot régime. Dès qu'on dit régime, on est frustré et on va manger. Donc on va dire, on va équilibrer l'alimentation. Ça passe bien évidemment par une mesure quantitative. Même si on va parler de qualité de ce qu'on mange, il est obligatoire de diminuer la qualité d'un tiers, voire un quart. On n'est pas dans l'hypocalorique, mais on est dans ce qui est normal. Qualitativement, alors on va réduire les aliments riches en lipides et surtout les aliments riches en lipides, en acides gras saturés. Alors pour connaître les acides gras saturés, c'est tout ce qui est solide au froid, c'est-à-dire le beurre, la graisse, etc. Privilégier les aliments glucidiques à indice glycémique bas, on va y revenir, et un apport suffisant en fibres alimentaires, parce que les fibres alimentaires, apportent les oligo-éléments, les vitamines dont on a besoin, et surtout, ils ont un pouvoir, puisque quand on mange, on remplit l'estomac, et donc on n'a pas faim. Donc on gagne sur la satiété. Des petites astuces, préparer soi-même ses repas pour choisir les aliments qu'il faut, et surtout, manger très lentement. Pourquoi? Parce que, on va apprécier ce qu'on mange, et deux, le sentiment de satiété, le cerveau n'envoie le signal qu'on n'a plus faim que généralement 5 minutes après avoir... C'est-à-dire que quand on termine de manger, on se rend compte qu'en fait, on a trop mangé. Pourquoi? Comme on a mangé rapidement, le cerveau n'a pas eu le temps de vous dire « arrêtez de manger ». Donc c'est pour ça qu'il faut manger très lentement pour sentir ce sentiment de satiété. Ça c'est important aussi, manger dans des assiettes plus petites, quitte à se resservir. Le problème au Maroc, donc là il faudrait s'adapter généralement aux conditions culturelles. On mange dans un grand plat et donc on n'a aucune idée de ce qu'on mange, parce on a l'impression qu'on n'a rien mangé, on mange beaucoup. Éteindre la télé et tout ce qui est source de distraction pour bien sentir qu'on a mangé. Et là, je vous ai mis ce test, ça s'appelle le test au chocolat. C'est quoi? Quand quelqu'un est addict à quelque chose, généralement c'est du chocolat, il vous dit « je ne peux pas, je dois manger du chocolat ». Je ne parle pas du chocolat noir parce qu'il est bon. Enfin bon, pour le régime, il n'est pas bon. Je parle de quelqu'un qui vous dit « je dois manger du chocolat », il aime le chocolat au lait. Alors, le test au chocolat, c'est quoi? C'est pendant une semaine, il ne mange que du chocolat. Allez-y, mangez du chocolat toute la semaine. Au bout d'une semaine, il en a... Ça y est, ça s'arrête là. C'est l'équipe de Grenoble qui fait ça. Ils font du test. Enfin, j'ai dit chocolat, mais ils l'appellent test au chocolat, mais ça peut être du coca, ce que vous voulez. Mais il en prend matin, midi, soir, collation, tout, jusqu'à ce qu'il soit dégoûté totalement de l'aliment. Alors, ce qu'on peut choisir d'appliquer comme, pas régime, mais alimentation, enfin, j'ai choisi le régime d'index glycémique parce que sur le rapport de la HAS,
c'est celui qui a le moins d'inconvénients. Alors, l'index glycémique, j'ai terminé, Madame la Présidente. Alors, vous avez des tableaux d'index glycémique, je voudrais juste vous montrer quelque chose, les dates. 72, l'index glycémique. Alors, pour parler d'index glycémique haut, c'est supérieur à 50. Vous avez des dates à 72, index glycémique. Est-ce que vous imaginez le nombre de dates qu'on mange pendant le ramadan, par exemple? Vous avez le miel, 87. Je ne prends pas de la confiture, je prends du miel. Le miel, c'est 87. Là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, l'index glycémique, plus un aliment est riche en fibres solubles, plus son index glycémique est faible. Les aliments, je voudrais juste vous montrer que la gélatination de l'amidon, c'est-à-dire quand on cuit en présence de l'eau, l'index glycémique est élevé. C'est-à-dire il vaut mieux, quand vous faites une cuisson, de laisser la pâte, par exemple, ou du riz, pas trop cuit. Plus il est cuit, plus son index glycémique est élevé. Donc, ce qu'on doit retenir, et j'ai terminé, c'est que si vous venez chercher la potion magique, merci beaucoup, vous serez déçus. Comment perdre du poids sans effort, ça n'existe pas du tout. Il faut s'impliquer. Il faut, prendre conscience de ce qu'on mange, mesurer le degré de motivation. Quelqu'un qui est bien avec son poids, avec ce qu'il mange, pourquoi vous voulez le faire maigrir s'il ne veut pas? Mis à part le problème de la santé, il faudrait lui expliquer, mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, éviter les régimes restrictifs, hygiène de vie avec une alimentation quantitative et qualitative en favorisant peut-être l'index glycémique, choisir, ou de la chrononutrition, choisir des aliments en fonction du temps, s'adapter au milieu social et culturel, les activités sportives, les classiques, ou profiter des nouvelles technologies pour perdre du poids. Et je vous remercie.